Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cette rentrée n'est pas normale, elle n'est pas faite pour les hommes normaux ni pour des présidents normaux. Je vais donc avoir un discours de rentrée un peu anormal. J'espère que ce discours suscitera chez vous des réactions. Car, pour vous le dire franchement, ce que je recherche ce soir en parlant, et je pense que certains d'entre vous doivent quelque part le deviner, c'est une contribution financière maximum à nos activités. Et c'est une contribution d'action qui s'ajoute à la contribution financière. C'est une double dose. Pas parce que nous sommes en difficulté pour faire ce que nous faisons. Nous sommes justes, mais ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté que je m'adresse à vous. C'est parce que nous avons besoin de plus de moyens pour faire ce que nous ne faisons pas encore et que l'histoire nous défie, nous impose de faire. L'action, c'est le faire par vous-même, avec nous, ensemble. Alors, tout cela est autour d'une idée, d'un concept, d'une forme de vivre qui est oubliée, qui est celle de responsabilité. La responsabilité, c'est essentiellement, face à un moment comme celui-là de l'histoire, c'est quelque chose qui doit faire que nous fassions des choses que nous ne croyions pas capables de faire, des choses nouvelles pour nous, des choses qui sont au-delà de ce que nous pensions. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, la seule espèce capable de prévoir, de définir et de changer notre avenir. Il s'agit donc simplement d'être en accord avec notre nature humaine et de changer l'avenir en ne laissant pas ce système dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, se détruire lui-même, aller dans le mur, mais en réagissant. Et c'est la part humaine en nous qui doit être mobilisée pour le faire. Si je pense à ce que j'éprouve aujourd'hui par rapport à mon pays, c'est bien entendu un sentiment de honte. De honte. Car une histoire se déroule devant nous où le virus du conformisme, le virus de la soumission, le virus de ce qu'on appelait à une époque l'atlantisme et la soumission à un système injuste a gagné. On s'adapte au lieu de réagir, au lieu de faire ce que je vous demandais de faire quand j'ai commencé. Alors, comment tout cela s'est produit? Faisons un retour en arrière. 2008. Obama contre McCain aux États-Unis. Ah, Obama, l'espérance, un monde plus juste, enfin un président noir. Ah, que c'est merveilleux, disaient les jeunes, en particulier victimes de l'image de la pub et de la com. Les deux mamelles du monde des images. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a? Obama et McCain ensemble. Ensemble. Pour les drones, pour une politique destructrice du travail humain, pour la guerre en Syrie. Toutes les reliques de la famille Bush. Là. Ça, c'est les États-Unis. Maintenant, la France. 2012. François Hollande. Certains espéraient une amélioration profonde. D'autres espéraient au moins un peu mieux que Sarkozy. Maintenant, on a, disons, un césarisme qui s'est substitué à celui de Sarkozy. On a les drones, Le Drian qui va acheter les drones américains. Une politique destructrice du travail et la guerre en Syrie. Les Américains ont les reliques de la famille Bush. Nous avons les reliques de la famille Sarkozy. Voilà où nous en sommes. Alors, dans un moment tragique comme celui-là de notre histoire, ça ne suffit pas d'être contre.
contre l'austérité, contre la guerre. C'est utile, mais si ça reste à ce niveau, c'est condamné d'avance. C'est le défi réel que nous devons relever, qui est celui de la paix et de la justice sociale. C'est les conditions économiques, sociales, culturelles et même militaires d'un développement mutuel. Parce que la paix, c'est pas seulement combattre la guerre, c'est construire l'avenir, un avenir dans lequel la guerre sera incompatible. Et c'est le sens de notre bataille. Alors, pour cela, évidemment, il faut se situer du point de vue du futur, d'un futur dans lequel les êtres humains pourront être plus nombreux et étendre leur maîtrise dans l'espace, dans le temps, en étant individuellement et collectivement responsables. Donc balayons deux choses dès cette rentrée. La guerre en Syrie, au nom de deux justifications arbitraires et, je dirais, dont les conséquences peuvent devenir criminelles, c'est le droit de punir. Alors le droit de punir, comme l'a dit le président de la République, mais ça n'a rien à voir avec les affaires internationales et même les affaires morales. On ne punit pas. On n'envoie pas en prison pour punir. On envoie en prison pour écarter pendant un certain temps de la société. Et puis après, on s'arrange pour que la personne puisse se réinsérer. Que ce ne soit pas fait en France, c'est un autre problème. Mais c'est ce qui devrait être. Donc le droit de punir, ça n'existe pas en droit international. Et la R2P, la responsabilité de protéger. Et to, on met un 2 au lieu de 2 de off. To protect. Pour to protect, on met un to, la lettre, dans cette vulgarité chiffrée de cette époque. Je commence à croire que les analystes théologiens d'un autre temps qui disaient que les chiffres et les nombres sont sataniques n'avaient pas tout à fait tort. Donc on est dans cette responsabilité de protéger. Qui on va protéger? Est-ce qu'on va bombarder les armes chimiques de Bachar el-Assad? Ça serait encore pire. Est-ce qu'on va faire un changement de régime et chasser Bachar el-Assad? Non, on dit non. Il s'agit simplement de marquer le fait qu'il faut faire prévaloir le droit et la Convention de Genève de 1925, dans laquelle on n'a pas le droit d'utiliser des armes chimiques. Oh, les autres, oui, sans doute, mais pas les chimiques. Donc, il s'agit de faire ça. Mais on s'aperçoit que le président de la République et son entourage en France disent « Nous n'avons pas besoin de l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU ». Donc, il se passe du droit. Mais, en ce qui concerne le vote du Parlement, ils disent non, parce que l'article 35 nous autorise à simplement consulter le Parlement. Donc, dans un cas, on se passe du droit, et dans l'autre, on l'invoque. C'est assez étonnant, quand même, cette situation dans laquelle on se trouve, d'un gouvernement socialiste, qui parfois bégaye Jaurès, Blum, sans savoir ce qu'il dit. Alors, ce qu'on voit, hélas, c'est un césarisme, je dirais pépère, un césarisme pépère qui s'est substitué à un césarisme hystérique, je veux dire Hollande à Sarkozy. Et le mensonge, parce qu'on dit que cette opération en Syrie doit rester ponctuelle, limitée et ciblée. Or, c'est absolument impossible. Et vous savez, on a gagné du temps. On a l'impression que les choses ne se sont pas produites tout de suite. Mais nous sommes encore tout à fait dans la possibilité d'un dérapage très vite. Obama a consulté le Parlement, mais John Kerry, et le monde s'en réjouit, a obtenu l'appui des ténors du Congrès. Et il a dit quelque chose de très intéressant au cours de la discussion. Il a dit si la Syrie implose ou s'il y avait la menace d'un dépôt d'armes chimiques qui tombe aux mains d'Al-Nosra, le président ne voudrait pas se priver de l'option d'envoyer des troupes au sol. Intéressant aveu. Immédiatement, il est revenu sur la question à 5 reprises pour dire non, il n'y aura pas de bottes sur le terrain. No boots on the field.
Voilà, avec cette extrême vulgarité de ces gens qui sont en train de mettre en danger le monde en dealant, souvent pour des politiques intérieures, surtout parce qu'ils se soumettent au milieu financier qui veulent absolument diviser pour régner. Voilà ces gens qui se permettent ce genre de comportement. Donc voyons bien, on a gagné du temps, peut-être, mais on est encore sous l'épée de Damoclès d'un danger qui peut dériver à tout moment. Demain, enfin en ce moment et demain, se réunit le G20 à Pétersbourg. Je ne sais pas vers quoi nous nous dirigeons. Deuxième point, la réforme bancaire de ce gouvernement. C'est un simulacre, c'est une tricherie. Certains disent que c'est le coup du berger. Karine. Donc, on a mis 1% dans la filiale en disant c'est très vilain, c'est des activités de banque pour compte propre, et pour 99%, les banques pourront continuer, avec une garantie implicite de renflouement par l'État. C'est le fameux bail-out. Alors ça veut dire que les banques, comme elles ont cette garantie, empruntent sur les marchés à des taux d'intérêt plus bas. Et au Sénat, on a calculé que c'est un cadeau que leur fait l'État d'environ 50 milliards par an aux banques. Plus les cadeaux de la Banque Centrale Européenne, l'argent à 1% sur 3 ans. Alors, évidemment, ce n'est qu'une étape. La suivante, c'est ce qu'on appelle le bail-in, ce qu'on a fait à Chypre. C'est de dire, on ne pourra pas indéfiniment verser de l'argent pour renflouer les banques. Ça devient impopulaire, il y aura des problèmes. Alors, que faire? Eh bien, on dira, on prendra l'argent aux actionnaires en cas de résolution. Résolution, c'est la façon dont on appelle les faillites. On ne dit pas faillite, on dit résolution. On ne dit pas, cotisation, on dit charge sociale. On ne dit pas baisse des salaires, on dit modération du coût salarial. Vous devez apprendre à parler. Hein. Il faut apprendre à parler dans cette société. Donc, on dit voilà, on ne dit rien sur les déposants. Mais au-dessus de 100 000 euros, à l'échelle européenne, à l'échelle de la Banque Règlement Internationaux, il est pratiquement établi que ces déposants-là seront mis à contribution. Alors vous dites 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent, tant pis pour eux. Pour une petite et moyenne entreprise, c'est pas beaucoup d'argent. Pour un particulier, c'est déjà pas mal. J'ai pas autant, mais pour une petite moyenne entreprise, non. Et en dessous de 100 000 euros, il y a un fonds de garantie. Il y a un fonds de garantie, mais limité à 2 milliards, et dans lequel le fonds de résolution pourra pomper en cas de crise de la banque. C'est-à-dire pratiquement rien. Alors on dit, on s'arrangera pour qu'il atteigne 10 milliards, peut-être en 2020. Mais sous aucune garantie. Et de toute façon, même 10 milliards, si une grande banque française a un problème, mais elles n'en auront jamais. On vous dit, c'est pas possible qu'elles aient des problèmes. Regardez, comme M. Oudéa, M. Chifflet ou M. Pébron, on les honnête. Des gens comme ça auraient-ils jamais un problème? Et en réalité, si vous examinez bien les choses, vous voyez qu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans une situation très grave. Parce que dans la réforme bancaire du gouvernement, les 3/4 du texte, c'est sur la résolution. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le testament bancaire. C'est-à-dire la faillite prévue d'avance. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on sait très bien la situation dans laquelle on se trouve. Sans ça, on n'aurait pas besoin d'écrire les 3/4 du texte sur ça. Alors, on a un gouvernement qui, en réalité, comme le précédent, s'est soumis à l'ordre de l'oligarchie. Et si on voulait utiliser un terme, puisque je reviens d'un haut lieu de la résistance en Bretagne, à Saint-Marcel, je dirais un gouvernement de collabos. C'est le mot. Alors, au centre de ce dispositif, la City de Londres, Wall Street, et voilà nos ennemis.
parce qu'il faut viser les choses vraiment au cœur. Il faut viser l'ennemi au cœur si on veut l'abattre. Et ce que nous faisons, ce pourquoi nous nous battons, je le dis tout de suite, le fameux Glass-Steagall, la séparation bancaire, ce n'est pas une mesure technique pour améliorer les choses, c'est pour abattre la City et Wall Street. Et avoir ce que j'ai dit dans la campagne présidentielle, mais qui a été très peu compris parfois dans mon propre mouvement, un monde sans la City ni Wall Street. Ce qui veut dire un monde qu'on doit imaginer sans la City ni Wall Street et où on peut faire des choses justes, à long terme, bonnes pour l'humanité. Alors, je voulais tout de suite vous montrer la première image en parlant de choses bonnes pour le futur de l'humanité. Voilà, c'est le... Il reste au moins quelques êtres humains, voilà. Donc, c'est Curiosity sur Mars. Ce qui m'intéresse dans ça, ce n'est pas un succès ponctuel. Ah, c'est merveilleux, les Américains sont arrivés sur Mars avec leurs robots. Pas un succès spectaculaire. Et pas dire, ça a coûté 2 milliards de dollars, mais ça valait la peine. Non. Penser comme ça, c'est penser comme quelqu'un qui est aveugle vis-à-vis de l'avenir. Ce qui m'intéresse surtout dans cette image, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le trait rouge, le rover est en train de tirer sur les roches avec la Chemcam, qui est française. Donc il tire avec sa Chemcam, qui est française, sur les roches. Et pour moi, c'est le premier travail humain qualifié sur Mars, à distance. Et ce n'est qu'un tout début, un tout petit début. Ce que j'espère, c'est voir ce travail se développer et ouvrir sur l'avenir. Il y a beaucoup de choses dont je vous parlerai plus tard, quand je vous parlerai de l'espace, qui est la détection des astéroïdes, la fameuse initiative de défense terrestre, la possibilité de trouver de l'hélium-3 sur la Lune, je vous expliquerai l'importance, et en apprenant l'histoire de Mars, en apprendre plus sur notre propre histoire. Il y a même des thèses aujourd'hui disant que l'histoire de la Terre vient de Mars. C'est très aléatoire comme raisonnement, c'est un savant américain qui l'a dit, mais qui vient de le dire, mais parce qu'il y aurait des astéroïdes qui auraient tapé sur Mars, projeté un bout de Mars, et les conditions de vie au départ auraient été meilleures sur Mars que sur la Terre. Après, ça s'est inversé. Bref, c'est pas un sujet sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'en apprenant l'histoire d'une autre planète, on connaît mieux la sienne. Comme en connaissant son histoire à lui, je connais mieux la mienne. C'est ce qui justifie les rapports entre êtres humains. Souvent, aujourd'hui, on les voit plutôt à un autre niveau. Je veux dire, en dessous de la ceinture et dans les sens humains et pas dans la réflexion et la pensée. Donc, il y a aussi la collaboration de tous les pays dans ce robot. Il y a l'université de Kiel en Allemagne qui a donné un système qui a créé un système de détection des radiations très utile sur Mars et très utile pendant le voyage. Et on voit que si c'est 6 mois de voyage, ben ça vaut mieux pas envoyer d'êtres humains, hein, pour l'instant. Donc, il y a tout un examen des conditions qu'il y aura dans l'espace et qui, si on reste dans le secteur économique, dans la vie économique, dans le système économique actuel, s'arrêteront là. Ce n'est qu'un développement en profondeur sur Terre qui permettra d'avoir le grand politique de suivi dans l'espace. Alors, évidemment, ça ne peut pas être quelque chose fait par un seul pays. Ça ne peut pas être fait du point de vue des êtres humains actuels qui deviennent égoïstes, accapareurs, mon destin individuel, mon boucher, mon boulanger, mon emploi. Donc, ça suppose un travail pour faire face à ce qui est nouveau, un travail qui soit coopératif et un travail qui soit créateur. Donc, c'est là le défi d'avoir à nouveau une république et pas un système contaminé ou très fortement contaminé par l'oligarchie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons à l'ESA un rover qui est prévu avec un premier dispositif en 2016 sur Mars et en 2018, donc un rover avec une machine à perforer à 2 mètres de profondeur qui pourra mieux connaître ce qui s'est passé sur Mars auparavant. La mauvaise nouvelle,
c'est que ce rover était prévu initialement pour 2009 et que maintenant, on pense 2016-2018. Donc on a perdu du temps et je vous montrerai beaucoup d'autres sujets dans lesquels on perd son temps. Alors, ce qui est aussi l'autre part de ce rover sur Mars, c'est l'image suivante, montrée par l'image suivante, et qui donne le sens de ce que nous faisons. C'est à Pasadena, au Jet Propulsory Lab de Pasadena, les gens qui se félicitent entre eux de la réussite. Donc c'est ça le travail coopératif. Il y a des gens de plusieurs origines sociales, de plusieurs origines de pays, de plusieurs origines, de régions du monde, travaillant ensemble dans un même projet. Ça, c'est l'économie. Ça s'appelle l'économie. L'économie, c'est pas acheter bon marché et revendre plus cher pour faire un profit. Ça, c'est bouffon. Ou comment on dit aujourd'hui? Il y a un autre mot. Voilà. Vous avez les mots pour qualifier les gens qui sont au pouvoir. Alors, on peut aussi faire de belles choses. Il y a encore quelques belles choses dans notre société. Je vais montrer l'image suivante. Je l'aime beaucoup, cette image-là, parce que c'est le viaduc de Millau, et il est dans l'espace, lui aussi. Et en effet, vous savez qu'il a été construit en amenant, au fur et à mesure, les parties du viaduc, en mettant un pylône, puis une autre partie, un pylône, puis deux autres parties. C'est-à-dire que ça a été aménagé par un procédé qui est, disons, très inhabituel. Et l'auteur, je crois que c'est 200 ou 250 mètres, c'est très très haut. Ça se voit, il y a des nuages en dessous, certains jours. Donc, c'est intéressant. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a pris longtemps, 1987, 2004, 2005, pour faire plus vite. Et je vais vous montrer autre chose qui montre cette tradition dans notre pays, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si... Voyons si vous savez ce que c'est. Quoi? Oui, c'est en effet le viaduc de Garabit, d'Eiffel. Ça a été fait un peu plus vite que le pont d'Eiffage et de l'architecte anglais à Millau. Et ce qui est extraordinaire, quelqu'un qui ne serait pas prévenu dirait pas que c'est 1884-88. C'est la hardiesse des courbes, et on voit la hardiesse de celui qui l'a construit. On voit qu'on est en train d'explorer des choses nouvelles. C'est ça que ça a de commun avec ce que doit être une économie. L'économie doit être une économie d'explorateurs, dans un monde qui est toujours, ou une nature qui est toujours émigrée, c'est-à-dire qui change, qui se transforme. Et l'homme voit dans cette nature ce qui change, il le maîtrise et fait son économie pour l'avenir, et améliore la capacité pour l'avenir. C'est vraiment l'économie. Bon, maintenant, revenons au monde dans lequel nous sommes. Hein. Il faut mesurer notre situation et mieux prendre la mesure historique de ce que s'est passé. Nous sommes face au crack, au deuxième crack. C'est ce crack qui surplombe la réalité. On dit un crack obligataire, mais c'est beaucoup plus un crack généralisé, encore une fois, parce que tous ces paris financiers s'entremêlent les uns les autres avec les banques, les systèmes d'ordinateurs, les logiciels. Tout ça est emmêlé, et si vous touchez à un élément, vous avez le risque que très vite tout l'ensemble s'effondre. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on empêche cet effondrement. M. Bernanke aux États-Unis fournit 4 milliards par jour, dépose chaque matin 4 milliards d'argent de fausses monnaies par jour dans les guichets des banques. C'est 80 et quelques milliards par mois, un peu plus, 85, 88. Donc par jour ouvrable, ça fait 4 milliards. Environ. C'est énorme. Et à la Banque Centrale Européenne, on fait un peu moins, mais quand même de plus en plus, puisque M. Draghi a dit qu'il serait toujours prêt à fournir. C'est comme au casino, on renfloue toujours les perdants pour qu'ils puissent rembourser les gagnants. Donc, on continue, si on continue à émettre cette fausse monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se dire, mais ça va valoir plus rien, on va craindre l'inflation. Donc, on va dire, pour attirer les gens là dans le système, il faudra remonter les taux d'intérêt. Et là, tout part.
Il suffit d'une hausse de 1% du taux d'intérêt, 1 à 1,5%, pour que tout le système soit immédiatement menacé. Parce que toutes les valeurs des obligations, à ce moment-là, baissent. Pour chaque hausse du taux d'intérêt de 1%, la valeur de chaque obligation existante baisse de 8%. Donc, et c'est assez pour entraîner un système. Si on dit on va faire le contraire, on ne va plus émettre cette fausse monnaie. À ce moment-là, c'est la panique. Les gens diront, mais il n'y a plus de fausse monnaie, tout ce système ne peut plus marcher, je m'en vais, je vais me mettre dans mon terrier financier. Et c'est ce qui est arrivé avec la panique quand il y a eu quelques paroles de Bernanke disant qu'il allait peut-être arrêter dans quelques temps et dans une certaine mesure. Tout l'argent est sorti d'Inde et du Brésil. Donc voilà, ces briques qui marchaient tellement bien, ces pays émergents, que boum, c'est comme si on tirait le tapis dessous. Donc on a cette crise-là. Et c'est une crise qui sera très brusque, comme une guerre thermonucléaire serait très brusque. Dans un système dans le monde où tout communique, ça vient très vite quand ça vient. Pourquoi? Et quel exemple on a? On a le flash crack. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le crack de Wall Street du 6 mai 2010, où en quelques minutes, le marché est tombé 10-15%, avec des valeurs qui sont passées à zéro. Pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'il y a des ordinateurs dits de trading à haute fréquence extrêmement réactifs et qui fonctionnent dans l'ordre entre la milliseconde et la microseconde. La plupart des opérations se faisant sur les bourses maintenant de cette nature. On achète, on achète, on achète, on. Puis ça se cumule et ça fait boule de neige. Et si ça baisse, les gens ont mis ce qui était déjà arrivé depuis le crack de LTCM, Long Term Credit Management, à la fin des années, au début des années 90, enfin je crois que c'est en 96, hein, LTCM, où tout le monde met, pour être garanti à la baisse, des ordres stop. Si c'est à 100 et que ça passe en 96, je suis vendeur, à 96. Mais évidemment, tous les idiots vont ensemble et les moutons de Panurge aussi. Donc tout le monde a mis ces mêmes ordres stop. Et si la baisse se déclenche, les ordres stop se mettent à aller à la chaîne. C'est pour ça qu'on demande aux banques, qui sont complices de l'État, acheter en contrepartie des choses pour éviter que ça baisse. Mais ça, il y a un moment donné où la poussée vers la réalité, vers la baisse, puisque les actions ont augmenté, par exemple, aux États-Unis de 40%, et il y a eu une baisse de la production réelle de biens. Colle plus, non? Donc, à un moment donné, tout le monde sait que ça doit se produire, et les gens se regardent dans les yeux pour savoir à quel moment. Donc, les gens en place se disent, par rapport à ça, ce qu'on va faire, si ça se produit, s'il y a cette résolution généralisée, on va s'assurer que les banques gardent leurs avoirs et leurs dettes, et le reste de la population, tant pis pour elle. Détroit est le premier exemple. Dans la ville de Détroit, les banques vont vouloir garder 75% de ce qu'elles avaient vis-à-vis de Détroit, et Détroit, elle prévoit pour les employés municipaux de Détroit qu'ils gardent 5% de leur retraite. Tant pis pour les retraités, tant pis pour les salariés, sauvons les banques. Parce qu'on m'avait dit très clairement, chez une personne qui est dans cette salle, un prince russe déchu qui disait, d'une très bonne famille, qui avait même financé Beethoven en son temps, la famille Galatzine, il m'avait dit, quand tout va mal, il faut sauver les banques, avant tout. Donc là, on sauvera les banques au détriment de la substance économique et des êtres humains. D'où la politique envisagée de dépopulation. D'où la politique de JP Morgan, qui est de dire, dans son rapport du 28 mai, les gens vont se révolter, on ne pourra plus faire marcher les choses comme avant. Le caractère des constitutions européennes qui protègent le travail et qui protègent les acquis démocratiques, qui vient des constitutions qui découlent de la lutte contre le fascisme, c'est un peu dépassé, c'est plus à la mode. Ça n'aide pas à modérer le coût du travail, ça n'aide pas à la flexibilité salariale, ça n'aide pas à une contraction raisonnable des retraites, ça n'aide pas à tout ça. Donc, il faudra un système fort pour faire face. Et c'est bien, la Commission européenne est dans la bonne voie. Elle n'impose pas toujours les choses par la force, mais par moments elle le fait et c'est très très bien. Et c'est comme ça qu'il faut aller, sans trop respecter les règles de la démocratie. C'est dit en toutes lettres, hein. Donc la Banque des règlements internationaux aussi en parle, il y a toute une discussion sur ces choses-là.
Alors à ceux qui croient que c'est loin de la France, on était à Arswiller, et j'ai ici la déclaration remarquable, je pense, des maires d'Arswiller. Non, on ne le distribue pas encore, c'est après. Vous aurez droit après les contributions dont je parlais au début. C'est donnant-donnant hein, dans cette société. Et c'est donnant pour la bonne cause. Donc, pour revenir sérieusement aux choses, on était là-bas à Arswiller, et tout à coup, mais bien sûr, ici, on a une petite ville de 1000 habitants qui a fait faillite. C'est Fenetrange. Fenetrange a fait faillite parce qu'ils avaient des emprunts toxiques. 546 000 € de dette, 8 emprunts à rembourser, sur une ville de 1000 habitants. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Cette ville était mal gérée. Mais les banques continuent à prêter, parce qu'elles se sont dit un jour, il y aura l'État derrière, et on sait bien qu'elle a remboursé. Donc on y gagne à prêter à ces idiots. On gagne encore plus à prêter à ces idiots qu'à prêter à des gens raisonnables. On est gagnant. Et c'est ce système. Il y a d'autres villes, hein, Sassenage par exemple, ou d'autres. Et John Kenneth Galbraith le disait, on ne peut rien comprendre au monde de... John Kenneth Galbraith, c'était l'ancien ambassadeur en Inde de Kennedy et le principal collaborateur, un des principaux collaborateurs économiques de Kennedy, et maintenant, dont son fils est un des principaux critiques du système actuel. Et il m'a dit, un jour où on parlait ensemble, tant qu'il n'y aura pas une dizaine de banquiers en prison, il ne se passera rien. Il faut les mettre en tôle. C'est là que ça leur revient. Là, ils seront dans une cage qui correspond tout à fait au type d'activité qu'ils ont suivi par ailleurs. Donc, voilà ce que dit John Kenneth Galbraith. On ne peut rien comprendre au monde de la haute finance tant qu'on n'a pas vu qu'il accorde son admiration la plus vive à ceux qui préparent les pires catastrophes. Alors, revenons à l'histoire encore une fois. Il y a deux phases historiques fondamentales de ce qui nous arrive aujourd'hui. La première, mort de Roosevelt. Bombe atomique de Truman, jetée par Truman sur Hiroshima et Nagasaki, sans le moindre besoin géopolitique, stratégique, économique ou autre. Le Japon était déjà perdu. Donc, on va à la guerre froide. Première vague de, disons, dégradation culturelle, la distraction, le entertainment, comme on dit à Londres ou à New York. Le macartisme et la chasse aux sorcières. Et vous devez savoir que le principal collaborateur de McCarthy lui-même, qui s'appelle Roy Cohn, qui est un avocat de New York, est le premier qui s'en est pris virulemment en Lyndon LaRouche, en disant « cet homme est dangereux, il faut l'abattre ». C'est comme ça que j'ai connu LaRouche d'ailleurs, parce que j'ai lu Our Town, une publication, un journal acheté, c'est un peu le 20 minutes de là-bas, et là j'ai vu cette texte de Roy Cohn. Et je me dis, qui doit être sur LaRouche pour qu'il soit attaqué comme ça? Il ne doit pas être inintéressant. Donc, j'ai été voir, plus impressionné par LaRouche que par certains de ses collaborateurs, mais enfin, il amenait une chose absolument extraordinaire, qui était de dire, voilà, il y a une financiarisation de l'économie, c'est en 1974, hein, l'économie financière, du court terme et du présent, qui tue l'avenir, qui tue le futur. Mais en même temps, il y a une sous-culture qu'on vend comme progressiste, mais qui est mise en place par ces gens-là, qui est le sexe marchandise, la musique comme bruit et la drogue comme liberté. J'ajouterai l'écologisme comme peinture, le vert comme peinture. Vous savez, il ne faut jamais essayer d'imiter ce que font les plantes, elles le font très bien par elles-mêmes. Donc, il y a eu cette mort de Roosevelt et ces bombes atomiques et cette politique des années 40 et 50 aux États-Unis. En même temps, à la fin de la guerre, il y a eu le départ de Gaulle et l'incapacité de former chez nous un vrai parti de la résistance. Pourquoi? À mon sens, c'est parce que Jean Moulin avait été assassiné et que Jean Moulin était le lien d'autorité entre les partis politiques et le général de Gaulle. Donc, on est passé à la libération à une sorte de satisfaction d'avoir chassé l'ennemi nazi, ce qui était compréhensible, mais on n'a pas pensé à faire le futur et à faire la pédagogie du programme du Conseil national de la résistance, qui, comme le nôtre, et ça c'est reconnu par tous les vieux résistants maintenant qui commencent à voir vraiment qui on est, et qui ne se laissent pas faire par les médias, comme le nôtre, c'était le combat contre le féodalisme financier. Maintenant, vous le voyez, il est de retour. Et nous devons être, de ce point de vue, une nouvelle résistance.
Alors Lucie Aubrac disait « la résistance se conjugue au présent », moi je dis « la résistance se conjugue au futur », et avec les yeux du futur. L'autre étape, ça c'est la première étape, donc l'étape années 40-50, deuxième phase, 63-70. C'est l'assassinat de Kennedy, des Kennedy, John et Robert, et de Martin Luther King, et ajoutons Malcolm X. Et en 68, le mouvement de 68, avec l'exigence de justice étouffée par un hédonisme stupide, le culte du présent et du corps contre les idées. Et en 69, le départ de Gaulle sur la question, rappelez-vous, de la participation. 82-83, tournant socialiste de la rigueur. Je mets Giscard entre parenthèses, c'est le lieu qu'il mérite, je pense. Et c'est le tournant de la rigueur en 82-83. La Banque universelle se crée, plus le de Glass-Steagall français, avec la complicité de Jacques Delors et de ses collaborateurs. Alors, si on regarde, encore une fois, la progression à travers ces deux points fondamentaux de l'histoire, parce que je crois que pour réagir aujourd'hui, pour intervenir en politique, il faut connaître cette histoire. C'est le 15 août 71, le découplage entre l'or et le dollar, système d'échange flottant, il n'y a plus de discipline d'aucune sorte en matière monétaire. La discipline n'était pas très bonne, mais plus du tout de discipline, c'est pire qu'un peu de mauvaise discipline. Et à ce moment-là, les spéculations peuvent commencer sur les monnaies. 74 en France, entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, ce qu'on appelait à l'époque le marché commun. On commence à démanteler les tarifs et les protections européennes, on commence à célébrer le culte du libre-échange, et les graphiques de Maurice Allais, notre seul prix Nobel, le montrent bien. C'est à partir de là que la croissance physique et humaine en France et dans toute l'Europe continentale commence à baisser et que le chômage commence à monter. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Rappelez-vous que Georges Pompidou disait « Avec 500 000 chômeurs, il y aura la révolution en France ». Il surestimait les Français. Car actuellement, si on prend les catégories A, B, C, D, E, il y en a 5 millions. 10 fois plus que disait Pompidou. Bien. Ça, c'est une chose. Première évolution. Ensuite, il y a eu le Big Bang de Londres. 27 octobre 1986, dérégulation. On peut faire ce qu'on veut avec la City et les paradis fiscaux. L'Empire britannique, ce qu'on appelle l'Empire britannique, on a fait un document que tout le monde devrait connaître et lire là-dessus. L'Empire, s'il veut savoir ce qu'il doit faire en politique, s'il ne veut pas, il peut ne pas le lire. Sur l'Empire britannique, qui montre bien comment il s'est constitué comme un système hors la loi, entre la City, la grande lessiveuse de l'argent sale du monde, même Marc Roche du Monde le dit, même lui, qui pourtant est un libéral, mais il doit le reconnaître, il est quand même un peu de sens de l'honneur, il doit reconnaître une partie de la vérité au moins. Donc, et les paradis fiscaux, y compris les paradis fiscaux à l'intérieur des États-Unis. Tout ça constitue un tout, puis on peut faire ce qu'on veut dans cet environnement qu'on a créé, le Big Bang de Londres, les paradis fiscaux, abolition du Glass-Steagall aux États-Unis, 1999, 2000, dérégulation absolue du jeu sur les produits dérivés, finances folles, capitaux fictifs, et en même temps, chez nous, 2000, qu'est-ce qu'il y a d'autre en 2000 ? Oui, quelqu'un l'a dit ? Le système de l'euro. Et le chômage s'accélère, Sapir l'a prouvé après nous, il y a une baisse de 1 à 1,5% de points de croissance, déjà une croissance qui avait baissé dès que le système de l'euro se met en place. Et on a, en 2007-2008, la grande crise du XXIe siècle. Alors on renfloue par de la fausse monnaie, sans amélioration de l'homme, sans amélioration de la nature. Les banques ne répercutent pas cette fausse monnaie dans l'économie. Les pays sont ravagés. On leur impose une baisse des dépenses publiques et des salaires, désordre intérieur, baisse du produit intérieur brut dans ces pays, encore moins de moyens pour rembourser les dettes, on pille leur main-d'œuvre. Par exemple, les médecins grecs ou les ingénieurs espagnols vont en Allemagne et au Canada. Et tout l'effort de formation grec et espagnol vampirisé par l'Allemagne et le Canada. Ou ceux qui vont en Angleterre.
également. Maintenant, même l'Inde et le Brésil sont pris dans la secousse, comme je le disais tout à l'heure, et il y a ce fameux bail-in dont je viens de vous parler, qui est une sorte de Glass-Steagall à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait tout pour le maintien des créances des banques et on abandonne toutes les autres qui concernent la vie des individus et la substance physique des économies. Alors, à ce stade des choses, on divise le peuple pour régner, on détruit la solidarité au travail, je vous en parlerai tout à l'heure, on crée une division pour régner entre nationaux et étrangers, on crée les sujets sociétaux d'enfumage, comme le mariage pour tous. Je ne sais pas, quelle que soit la position qu'on a sur cette question, je dois dire, on a calculé qu'il y aurait à peu près 1000 mariages par an qui profiteraient de la nouvelle loi. C'est vrai, pratiquement rien. C'est tout à fait marginal. Et la perversion des pouvoirs créateurs des enfants et des ados avec tous ces jeux qu'on leur balance. Alors, si vous voulez voir bien les choses en perspective d'après ce que je vous ai dit, pour bien comprendre le monde où nous sommes, les armes, elles sont pour l'oligarchie, ou plutôt pour les États qui se sont soumis à l'oligarchie, les Pays-Bas et Hollande, entre autres. L'Espagne, tous passent par là actuellement parce qu'il n'y a pas d'homme de caractère à leur tête. Donc, à travers les États, les armes de pointe, avec les technologies nouvelles, appartiennent à l'oligarchie. Et l'oligarchie, vicieusement, dit, depuis des dizaines d'années, voyez bien, le progrès technologique, c'est les armes, c'est la guerre. Alors les autres disent, mais on est écolo, on est contre ces armes, on est contre la guerre, on est contre le progrès, on est contre la technologie. Et comme ça, se crée un piège dans lequel cette société est tombée. Et ceux qui revendiquent la technologie, la science pour le peuple, sont parfois, comme nous, incompris, en particulier, vous l'avez vu, dans l'élection présidentielle. Et où en est-on arrivé, en particulier en France? On est arrivé à un moment, vraiment, où le trio du mal atlantiste a saisi littéralement le pouvoir. Je veux parler de Pierre Moscovici, qui s'occupe de domaines économiques, favorise les intérêts de l'oligarchie financière dans les banques, et tricheur patenté. Laurent Fabius, qui lui s'occupe de la politique internationale, et il est prêt à collaborer. Il y a cet article-là que j'ai ici, même dans le Parisien, l'influence de Fabius. Assad doit partir, le plus tôt sera le mieux, il faut le punir. C'est lui qui a lancé ça. C'est lui qui a chauffé Hollande sur Assad, sans doute trop, car il ne donne pas le sentiment de bien mépriser les choses, dit un ami de Hollande. Mais quand même, Hollande a suivi Fabius. Donc, il y a Moscovici pour l'économie, Fabius pour les affaires internationales, et qui reste? Quel est le troisième? Manuel Valls. Bien trouvé. Pour la politique intérieure et prévoir la chasse aux sorcières. Alors, pour l'instant, il y a une sorcière qui l'a frappé, c'est moi, puisque c'est Manuel Valls et son cabinet qui ont décidé qu'on nous enlèverait, au nom de ce qui s'est passé en 1995, de l'ineptie et l'ignominie de 1995, qu'on nous enlèverait, on nous déduirait cet argent de 1995 des fonds de campagne de cette élection de 2012. Donc c'est Valls. Et il a dit, son directeur de cabinet a dit, on le fait à Cheminade parce que on ne l'aime ni politiquement, ni personnellement. Ça, le ni personnellement m'a fait très plaisir. Il dit quand même, au moins il me considère comme un individu là-dedans. À La Rochelle, il a dit, oh, ce pauvre Cheminade, va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. Voilà comment pensent ces gens-là. Alors, il faut bien voir que Hollande, dans cela, est un dupe. C'est l'ancien collaborateur de Jacques Delors. Et que Jacques Delors, c'est celui qui a introduit l'euro avec les thèses de Robert Mundell, on l'ignore, qui est ce mondialiste attaché à un système anglo-américain depuis le départ. Alors, dans ce contexte, il y a des choses qu'on n'aperçoit pas. G8, G20, qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a les Nations Unies, il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité. Puis il y a le G8 et le G20. Pardon? On entend mal. Hein. Les 8 premières puissances mondiales ou les 20 premières puissances mondiales. Oui. Et c'est une logique de quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est entre gentlemen? On se réunit dans un club. C'est une logique de club qui s'est mis en place. Alors, évidemment, dans ce système, la droite est égarée dans le monde de l'argent, mais c'est souvent sa nature, donc on ne doit pas être surpris. L'extrême droite et l'extrême gauche font des critiques justifiées, mais aucune n'a de projet réel pour rassembler la population ou rassembler les pays pour une politique différente. Les uns sont dans l'illusion du repli national et les autres croient que la transition énergétique, comme dit M. Mélenchon, comment il appelle ça? C'est assez intéressant. Le socialisme écologique, que le socialisme écologique assurera le futur. Donc évidemment, il est en plein dans le piège dans lequel il se débat. Alors dans tout ça, il n'y a pas de sens du travail humain créateur, et c'est ça que nous devons ramener. Rappelez-vous ce que dit notre Constitution. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. On lit ça et on se dit, quand même, quand même. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, les sociologues, les psychologues, peut-on encore s'épanouir au travail? Et ça, le mal dans cette société. 80% des contrats aujourd'hui proposés sont en CDD et 40% des salariés de moins de 30 ans ont un CDD. 40%. Donc, on est dans une société de service. C'est une plaisanterie de mauvais goût, mais elle traduit quelque chose qui devient une société de sévices. Et avec le chômage, la souffrance au travail et la dégradation de la qualité de l'emploi. J'ai écrit un texte là-dessus, Le sens révolutionnaire du travail humain, où je montre que dans cette société de service, chaque individu est réduit personnellement à un centre de profit et pas à quelqu'un qui collabore avec un ensemble. Et on le quantifie en termes de comptabilité monétaire. Les immenses progrès dans l'informatique ont été mis au service de la réduction des coûts et pas de la production. Donc, on presse le citron et il y a un véritable garrot social. Par exemple, alors qu'il y avait 30 personnes produisant 100, on les réduit à 20, mais ils doivent toujours produire 100. Et on les harcèle chez eux avec des courriels en fin de semaine ou même pendant les vacances. Et on ne laisse tranquille qu'au plus bas ceux qu'on sait de toute façon qui vivoteront. Alors, la pression psychologique règne partout dans l'open space. Certains d'entre vous peut-être connaissent les open space. Dans l'open space, il faut être bien. Il faut être souriant, il faut jouer celui qui est bien, et on est contrôlé par qui? Par ses collègues, par les pairs. Donc, c'est subtil, hein? Plus besoin d'un chef, on crée une situation où tout le monde a peur de perdre son emploi, donc tout le monde dit qu'il sent bien, et tout le monde joue un personnage en masquant ce qu'on ressent vraiment. D'où de temps en temps les gens qui craquent très brutalement, comme tout se fait dans cette société. La crise économique et financière, probablement la guerre, craquer au travail, tout ça se fait de façon très brutale et très soudaine. Et les gens, surtout ceux qui vivent loin du lieu de travail, sont désocialisés dans leur lieu de travail, il leur reste très peu d'amis. Les gens qui vivent à la périphérie des villes ont quelques amis, ils ont de temps en temps un barbecue chez eux, et c'est tout. Et leurs enfants, ils ne peuvent plus les suivre, et les enfants sont asservis aux jeux vidéo, à une musique rythme, et à rien, tout ce qui leur pompe le temps, et qui leur empêche de concentrer leur esprit. Donc ils sont encore plus défavorisés quand ils vont à l'école, parce que plus ils sont de milieux défavorisés, plus ils sont soumis à ça. Et les enfants de milieux favorisés, eux, vont à l'école, souvent privés, avec des professeurs que je suis. On n'a jamais vu autant d'inégalités sociales à l'école. D'ailleurs, les jeunes de banlieue le ressentent bien, puisque la première chose qu'ils rejettent, c'est l'école.
avant les flics et avant les pompiers, qui sont numéro 2 et 3. Donc on a une situation terrible et qui fonctionne au sommet en tribu. Il n'y a qu'à voir les réseaux des promotions autour du président de la République. La promotion Voltaire, c'est pas la seule. On pourrait dire à nouveau, si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, dans la situation actuelle. Donc on a cette logique d'un monde clos, fermé, dans lequel le travail humain n'est plus créateur. On travaille au mieux pour gagner sa vie, au pire pour devenir chômeur ou être plus ou moins exclu en étant maintenu par des minima sociaux. Alors, si on veut rétablir un monde fondé sur les principes de la découverte du travail créateur, qui est notre combat, il faut qu'il y ait des institutions politiques, économiques et sociales qui créent l'environnement propice, favorable à un travail humain créateur et un développement mutuel. Et c'est un ensemble cohérent. Parce que ce qui fait qu'un humain est humain, c'est qu'il a un projet pour l'avenir et qu'il croit que ce projet peut être bon. On se projette dans l'avenir. Alors, évidemment, vous avez, dans la situation actuelle, des gens qui critiquent l'euro. On dit c'est un facteur de chômage, de décroissance physique et de démantèlement industriel. C'est vrai. Et vous avez face à ça Karine Berger qui dit l'euro, c'est une obligation. Si on en sort, chômage de masse, catastrophe. Comme ce n'était pas déjà le cas. Donc, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Nikonov, Asselineau, tout cela disent si on sort, tout ira bien, souveraineté, repli national, on se libère et les choses iront mieux. Qui est tout à fait, bien sûr, insuffisant et irresponsable. Et puis, il y a l'extrême gauche qui, comme je vous l'ai dit, la transition énergétique, la société du socialisme écologique, un monde à faible densité de flux d'énergie dans lequel on créera plus d'emplois. Donc c'est un monde qui ne peut que se détruire lui-même, parce qu'il n'a pas la base suffisante pour permettre un développement de plus de population. Et évidemment, nous, notre politique face à cela, c'est rétablir le carburant de la société. Ça veut dire d'abord arrêter le détournement permanent de ce carburant. Glass-Steagall. Glass-Steagall, c'est arrêter l'œuvre prédatrice, destructrice de ces établissements financiers, de ces grands établissements financiers. C'est toute la question de l'asservissement par la monnaie et par la dette. Parce que la dette entre un créancier et un débiteur, c'est une chose qui est relativement justifiée. S'ils ont tous les deux les mêmes moyens de se défendre, ils sont au même niveau. Mais quand le créancier a toute la puissance et le débiteur non, c'est le moment de faire un cartel des débiteurs contre les créanciers. Nous sommes toujours battus, nous, pour le faire, avec les Mexicains, puis avec la Malaisie, puis avec toutes les forces qu'on a pu rassembler. Il faut les rassembler pour ce Glass-Steagall global. C'est l'assainissement. Ensuite, il faut faire une politique de crédit public avec une banque nationale, avec un État qui maîtrise les choses. Et pour qui? Pour le plus grand nombre, pour les générations futures, pour le bien commun, avec des formes d'énergie à densité de plus en plus élevée. Et là, je vais vous remontrer ça pour que vous jetez un coup d'œil. Vous y jetez un coup d'œil au fur et à mesure, parce que en haut, c'est la cohérence du malthusianisme, du recul, du pessimisme destructeur. Et toute personne qui est pessimiste ici est un collabo du système. C'est ce qu'ils veulent. Vous soyez pessimiste. Ça, ils aiment bien. Ils en jouissent, tu vois, des pessimistes. Puis les autres, c'est une société de la densité, du progrès, de l'espérance et de l'optimisme créateur. Et j'ai mis noosphère parce que ce qui est propre à l'humain et à la découverte humaine, c'est le biogéochimiste russe Vernadsky qui a trouvé ce mot et pas Teilhard Chardin. Mais on le connaît en France à travers Teilhard Chardin, c'est Vernadsky. Donc on a ces deux formes différentes et c'est là qu'est l'opposition fondamentale. Et on doit faire, avec cette politique de Glass-Steagall, de crédit public, de flux d'énergie à densité de plus en plus élevée. Et ça veut dire la fusion thermonucléaire contrôlée. On doit faire un travail, et ça implique un travail en quantité plus grand et en qualité meilleure, un travail coopératif. Et tout cela doit être fait avec de grands projets qui sont dans l'univers physique, ce qui motive, ce qui permet ce développement. Mais pour ça, il faut l'énergie. Et c'est pour ça que
dans la situation de risque d'une confrontation thermonucléaire actuelle, Lyndon LaRouche a dit, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée comme horizon contre les bombes thermonucléaires. Parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit juste et bonne pour l'homme et qu'il y ait un type de travail qui corresponde à ça. Quel type de travail? Dans lequel l'homme s'identifie au processus de transformation permanent et définit sa mission, comme je l'ai dit, par rapport à la postérité. Et ce travail n'est pas un travail habituel, ce n'est pas le travail d'aujourd'hui. C'est un travail inédit. C'est Gabriel Coletis, qui est notre ami, qui le dit, qui est un économiste et un sociologue. Un travail inédit, c'est un travail dans lequel on fait face toujours à des situations nouvelles. Et on a la méthode pour faire face aux situations nouvelles. On n'a pas les choses pour faire face à toujours la même situation. Et c'est collectif, parce qu'on ne peut que s'unir aujourd'hui pour faire un travail qui permette de marcher. Coopératif, on peut l'appeler aussi. Et c'est pour ça que la politique spatiale, qui doit mettre en jeu des technologies avancées, avec des principes physiques nouveaux, des technologies en étant l'application, elle exige une attitude créatrice et coopératrice. Et ça sera important, parce qu'il y aura les retombées physiques de la politique spatiale, toutes les découvertes, on en a parlé à plusieurs reprises, mais il y aura surtout un changement de comportement des gens, et l'attitude créatrice et coopératrice va animer littéralement toute l'activité dans ces secteurs de pointe. Alors, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée qui permettra cette société du futur. Parce que c'est le vecteur scientifique de l'époque. C'est le type de production d'énergie par être humain et par kilomètre carré le plus élevé dont on dispose. Maintenant, c'est le moment de passer. Voilà. C'est une chose assez simple. La fusion thermonucléaire, c'est lorsque deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Alors là, vous le voyez, c'est le deutérium et le tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène et qu'on peut trouver dans l'eau de mer. Et vous voyez comment ils produisent un noyau plus lourd, qui, dans ce cas, c'est le noyau d'hélium 4, je crois. Donc, vous voyez aussi avoir quelque chose d'intéressant, c'est de prendre de l'hélium 3 avec le deutérium. Prenez l'hélium 3 et le deutérium, vous pouvez aussi avoir là aussi de l'hélium 4 que vous produirez, plus de l'énergie, bien sûr. Et l'intérêt de cet hélium 3, c'est qu'il y en a plein sur la Lune. Donc, c'est une des raisons d'aller dans l'espace. Donc, il y a cette manière de produire l'énergie qui est la progression, qui reflète la progression vers des formes de densité, de flux d'énergie de plus en plus élevés. Et c'est la mesure même du progrès de l'humanité, dans toute l'humanité. On a commencé par le feu. L'être humain est le seul qu'on connaît dans cette terre qui n'ait pas peur du feu, qui s'en soit rapproché, qui l'ait utilisé. Donc il a fait le feu, il a fait le premier outil qui ne correspond à aucun élément déjà existant physique dans la nature, qui s'appelle le biface, c'est la double symétrie comme ça et comme ça. Il y a eu ça et le feu. Le feu, ça a permis quoi? Prolonger l'espérance de vie de 10-15 ans. Pourquoi? Parce qu'on a fait, d'abord, on a chauffé les aliments, ça permet de manger cuit, il n'y a plus toute une série de problèmes qu'il y a quand on mange trop cru. Aujourd'hui, vous voyez, on pousse aussi au retour au manger cru, hein. Ça c'est encore une autre affaire. Mais elle est là. La digestion, donc, la conservation des aliments, et également le feu permet de créer et de faire des poteries avec lesquelles on peut transporter et conserver les aliments. Donc il y a eu le feu. Puis il y a eu le bois qu'on a utilisé. On a commencé à le faire pour le chauffage. Mais il ne faut pas se limiter à ça. C'est plus intéressant à faire des meubles et des maisons avec le bois que de faire le chauffage, contrairement à ce que pensent certains écologistes. Ensuite, on a eu le charbon. Ça a permis la machine à vapeur. Ça a permis les locomotives, les bateaux à vapeur, la roue à aube, les machines agricoles. Mais on s'est aperçu qu'il y avait mieux. Le pétrole, qui permet l'électricité et qui devrait être utilisé aujourd'hui dans la pétrochimie. Et il y a un exemple très intéressant
que j'ai présent à l'esprit, c'est que ça permet, avec l'électricité à partir du pétrole, de faire l'aluminium. L'aluminium, c'était très très rare dans les procédés chimiques. On dit que Napoléon Bonaparte faisait manger ses convives dans des plats en or et que lui mangeait dans des plats en aluminium, parce que c'est plus rare. Et aujourd'hui, l'aluminium est devenu la chose la plus banale qui soit. Donc c'est intéressant, vous voyez comment ce genre de petits exemples donnent l'idée de ce qu'est le progrès dans leur histoire. Puis on a fait les moteurs des voitures, des avions avec le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est déjà dépassé. On ne devrait faire que la pétrochimie. On ne devrait plus utiliser ce type de matière pour la propulsion. On a la fission et la fusion. La fission thermonucléaire pour l'énergie et la propulsion, l'hydrogène, les moteurs à hydrogène, et la fusion qui est le véritable changement. Alors la fusion et tout ce passage du feu jusqu'à la fusion, ce n'est pas un progrès linéaire, c'est un progrès par bonds. On passe de l'un à l'autre par bonds qui correspondent à l'application chacune de nouveaux principes et qui changent la façon dont on utilise la forme de production d'énergie ou la forme de matière correspondant à cette production d'énergie. Le bois change, le charbon change, le pétrole change, pétrochimie, plus propulsion, etc., etc. Et vous avez la fusion qui est quelque chose de paradoxal. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà dans l'univers. C'est comme ça que le Soleil et les étoiles fonctionnent, c'est pour ça que les étoiles scintillent. Donc, c'est la source de notre existence. Parce que sans l'étoile, sans le Soleil, on n'existerait pas. Donc la fusion, ce n'est pas quelque chose d'étranger, d'épouvantable, qui vient comme ça, qui est dangereux. C'est la question de maîtriser ce qui a permis notre existence. Et de maîtriser nous. Ce ne soit plus le Soleil tout seul dans son coin, ou les étoiles dans leur coin. Et c'est la matière, c'est ça qui est paradoxal à l'état de plasma, qui est le 4e état de la matière, et ça bouleverse les lois physiques et mathématiques existantes. Donc ça devient extrêmement intéressant de penser de cette façon. Parce que vous devez penser, si vous pensez de cette façon, changer de mode de comportement, de réflexion, d'association d'êtres humains. Vous devez changer. Et vous devez avoir en tête que grâce à ça, vous pouvez faire une augmentation quantitative de la population, parce que vous produisez plus à bas coût pour consommer, et une augmentation qualitative de la population. Et là, le coût de la formation sera par contre plus élevé, parce que ça durera plus longtemps, la formation. Donc vous pouvez faire ce coût de formation plus élevé pour avoir un coût de consommation abaissé. Donc c'est intéressant comme paradoxe, comme idée. Alors évidemment, Malthus avait dit, il y a un grand danger. C'est que quand la population croît en proportion géométrique, ce qui permet de la nourrir, les matières agricoles croît en proportion arithmétique. Donc, il y a un moment, c'est comme si on mettait des lapins dans un champ, et les lapins commencent à trop manger l'herbe du champ, et à ce moment-là, les lapins vont tous mourir. Bon. Erreur totale, parce que c'est la production qui a poussé plus vite que la population, bien que la population ait beaucoup, beaucoup poussé. C'est pour ça qu'on mange mieux, c'est pour ça qu'on est mieux que nos ancêtres. Donc c'est là que ce malthusianisme a été une des sources du pessimisme qui a infecté le mode de pensée vert. Et c'est là qu'on voit la source de cela. Alors que la fusion thermonucléaire, c'est tout à fait autre chose. Et je vais vous en montrer un exemple, parce qu'il y a deux modes de production. L'une, c'est celle d'ITER, que vous savez tous, c'est dans le sud de la France. C'est le confinement magnétique. Avec des bobines, on crée un champ magnétique et ça s'appelle un tokamak. Et on a mis tous les œufs dans ce panier-là. À mon avis, il aurait fallu penser à la fusion par confinement inertiel, dont je vais vous montrer une image. C'est mon ami Jean Robieux, qui est mort maintenant. Mais vous l'avez vu au début, qui parlait sur ça. J'espère que vous l'avez écouté, parce qu'il a dit est très intéressant. Il a dit que quand il a découvert, c'était dans les années 60, donc il y a très longtemps. On a fait très peu pour le développer. Et tous les gens, les physiciens du CEA, tous les gens autour de lui étaient contre. Il a dû s'adresser au général de Gaulle lui-même, recommandé par un savant plus savant que les autres, pour obtenir les fonds pour poursuivre ses recherches. Donc là aussi, c'est intéressant. Et il avait fait quelque chose qui ne se fait pas. Rapprocher la matière à l'état de plasma des lasers. Et ça, c'est considéré comme deux domaines séparés qu'on ne devait pas rapprocher.
Et on a dit non, non, c'est pas possible. Ça, c'est le mégajoule. C'est ce qu'on a en France, mais qui a des fins militaires, le dispositif mégajoule qui est dans les Landes. Alors, évidemment, avec la fusion, on a une densité qui est nulle part ailleurs accessible à ce niveau. C'est pour ça qu'on peut produire énormément d'énergie. Une densité extraordinairement élevée, une température qui dépasse les 10 millions, c'est 10 millions, oui, de degrés. Bref, des conditions qui sont des conditions frontières. Mais l'homme a toujours fait avec ces conditions frontières. Et ça abolit quelque chose qui était la favori de l'économie de Raymond Barre, qui disait l'économie, c'est la rareté, la gestion de la rareté. Donc il y en a pour les uns, il n'y en a pas pour les autres. Là, on a au contraire une source d'abondance potentielle de cette production. Les problèmes théoriques sont résolus, on sait que ça existe dans l'univers, donc l'homme devrait pouvoir, il reste des problèmes d'ingénierie, des problèmes de maîtrise de processus, mais l'homme devrait pouvoir y arriver, puisque ça existe dans l'univers, d'une part, et que d'autre part, on sait la façon théorique dont ça marche. Et là, on a une véritable révolution, qui est la révolution à la fois dans un mode de production d'énergie, mais pas seulement, parce que ça fait qu'il y a un mode de société qui doit être très différent de la nôtre, qui doit être une véritable république unie autour d'un projet. Alors, on a, avec la fusion, la torche à fusion, ou torche à plasma, qui permet d'agir sur n'importe quelle substance en la recomposant ses éléments constitutifs. Ça peut transformer les déchets en matière utile, par exemple. On a le niveau de l'économie isotopique, où à travers le processus qui sont en jeu dans la fusion, mais aussi dans la fission, on peut avoir des isotopes d'éléments sur différents éléments du tableau des éléments, qui ont des compositions chimiques pareilles, mais des propriétés physiques très différentes. Et on peut avancer dans un domaine qui est celui que Max Planck avait décrit comme celui de la physique quantique. Et on a une économie isotopique, quantique, qui est, à mon sens, l'économie du futur. Alors vous direz, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi on n'est pas allé plus vite? McCormack, il y avait une loi aux États-Unis, la loi McCormack, qui prévoyait un programme accéléré de développement de la fusion il y a 35 ans. Et en France, Jean Robieux travaillait sur la fusion de laser il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que la forme de la société qu'on a, dans tout ce que je vous en ai parlé, ne s'est pas prêtée au développement de ce qui est utile pour l'espèce humaine. Et on ne l'a pas fait. Alors c'est le moment de se ressaisir, bien sûr. Et on dira, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de dire, le chemin à parcourir est très long. Parce qu'il faut, selon les critères d'un système qui a été mis en place pour savoir quel est l'avenir de la fusion, ça s'appelle le paramètre de Lawson, il faut accroître de 10 fois ce qu'on a réussi à faire pour créer vraiment les conditions où l'énergie qu'on fournit au système pour la fusion ne sera pas trop élevée par rapport à l'énergie que fournit le système, pour avoir un ratio qui sera un ratio qui permette vraiment un rapport incroyable d'énergie nouvelle. Donc il nous reste à faire un progrès de 10 fois. Ça, c'est la façon pessimiste de le voir. La façon optimiste, c'est se dire, on a déjà franchi 10 puissance 4 fois le chemin. Maintenant, il ne reste plus que 10 fois. Donc, c'est intéressant de voir tout problème de cette façon. Alors, évidemment, par rapport à ça, si on a ces sources d'énergie, si on a ces sources de développement, on peut faire des choses très intéressantes. On peut développer sur Terre un moyen de transport, ce que nous avons appelé le pont terrestre. Le pont terrestre de développement, c'est désenclave les régions sous-peuplées, on peut désenclaver l'Arctique en particulier, et créer des corridors de développement. C'est la notion de corridor de développement et de désenclavement, où on fait circuler des hommes, des équipements, des marchandises, de l'énergie et l'eau. Et autour de ça, vous pouvez créer des centres avec la production d'énergie à partir de centrales nucléaires, qu'on appelle les nuplex, qui peuvent créer des centres d'énergie et de développement. Alors certains diront non, 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 il faut la géothermie, il faut les éoliennes, il faut les hydroliennes, il faut le solaire. Tout ça n'a pas la densité de flux d'énergie qui permet à une espèce humaine de continuer. Et tous les gens qui implicitement sont partisans de cette transition énergétique-là
sont partisans d'une réduction du nombre d'hommes sur Terre, d'une dépopulation. Parce qu'on ne peut pas, de cette façon, assurer l'avenir aux êtres humains. Mais la Roujdi, ils sont, peut-être pas par choix, parce qu'ils n'ont pas conscience, mais ils sont, par conséquence, implicitement criminels. Donc, il faut sortir de ce monde-là. Et ce monde-là, qui l'entretient, met les gens en place. Le World Wildlife Fund, le prince Philippe, le prince Bernard des Pays-Bas, maintenant décédé, tous ces gens-là entretenaient pour le compte de l'oligarchie tous ces mouvements qui sont pour le recul de densité énergétique. Parce qu'il faut l'appeler comme ça, il ne faut pas l'appeler écologique. Ils ne sont pas écologistes du tout. Ils sont pour le recul de densité énergétique, c'est-à-dire un monde qui ne donne pas les capacités de nourrir et de développer les êtres humains tels qu'ils devront être à l'avenir. Alors, je vais vous montrer l'exemple de ce qu'on veut faire. C'est le suivant. Voilà, ça c'est les transports rapides dans l'Asie-Pacifique, puisqu'il y a un recentrage des choses dans la région Asie-Pacifique. Donc là, on aurait, ça montre d'un point de vue qui est plutôt surprenant parce que le point de vue du pôle Nord, comment ça pourrait être fait. Alors là, il y a quelque chose d'important, le détroit de Bering. Suivant. Voilà. Ça, c'est des travaux qui ont été faits aux États-Unis, mais aussi en Russie, sur créer, à travers le détroit de Bering, ça fait à peu près 70 à 100 km, créer des tunnels avec une île intérieure dans laquelle aboutiraient les tunnels d'une partie et de l'autre, avec une île au milieu. Et ça permet d'avoir un transport terrestre rapide entre le continent asiatique et le continent américain. Alors, l'intérêt aussi du pont terrestre mondial que je vais vous montrer. Voilà. Évidemment, ça ne sort pas très bien, mais ça, c'est le type de communication qu'on veut créer si on doit créer un développement économique intégré dans le monde avec les sources d'énergie les plus avancées. Et là, on a cette manière de réunir les efforts Est-Ouest et Nord-Sud dans le monde, dans une dynamique de développement général. Et cette dynamique de développement général, évidemment, elle fait communiquer ce qu'on appelle les branches du pont terrestre asiatique, qui est l'Eurasie de l'Atlantique à la mer de Chine, avec, de l'autre côté, le développement, je dirais, asiatique-américain sur le Pacifique. Donc c'est un monde atlantique et un monde pacifique qui communiquent et qui se développent ensemble. Alors, il faudra pour ça des transports terrestres rapides. Vous avez l'aérotrain. Alors, ça, c'est l'aérotrain, donc, c'est un train qui repose sur coussin d'air. C'était l'ingénieur Bertin qui l'avait inventé, où on fournit, il y a une alimentation électrique et une propulsion qui est électromagnétique, et il flotte sur coussin d'air. Ça, c'est tels qu'ils ont été faits. Alors nous avons ce plan de faire communiquer les branches du pont terrestre asiatique, le corridor Lisbonne-Milan-Kiev d'un côté, et le corridor Brest-Berlin-Vladivostok de l'autre, en créant un secteur en France circulaire, et un secteur circulaire, on l'avait fait en Bretagne, permettant ce transport rapide à grande vitesse. Alors après, je vous dirai autre chose vis-à-vis des gens qui jugent ça utopique. Alors vous avez la version allemande qui s'appelle le Maglev, ou Transrapide. C'est quelque chose qui est par propulsion électromagnétique, qui ne flotte pas sur coussin d'air, mais qui est propulsé par beaucoup d'utilisation de cuivre qui assure la sustentation à travers la circulation du courant. Donc ça coûte plus cher que l'aérotrain. Alors vous me dites, ça a disparu, ça n'existe pas. Si, ça existe. Il n'y a pas par traction électromagnétique, mais par le même type qu'on utilise par traction physique, le même type qu'on utilise dans les funiculaires, par la voie. Il y a dans l'aéroport du Caire un aérotrain. Et il y a un maglev entre Shanghai et son aéroport Padong. Alors, il y a un aérotrain avec la technique allemande qui est à propulsion donc électromagnétique. Et là, cette technique allemande est bonne pour des passagers. Les Japonais en ont fait une avec aimant supraconducteur, où la poussée magnétique est beaucoup plus forte. Donc, on peut garder plus de distance entre le wagon et le rail. Ce qui fait qu'on peut mettre plus de produits dans le wagon. Et c'est mieux pour transporter une marchandise lourde.
produits plus lourds. Alors, il y a quelque chose de prévu entre Tokyo et Nagoya pour 2027. Mais tout ça, c'est à échéance très longue. On dit, on n'y arrive pas, c'est difficile, il n'y a pas l'argent, etc., etc., alors qu'il y a l'argent pour enflouer les banques et pour entretenir le secteur financier parasite. Et il y a le concept encore plus avancé, qui est le concept souterrain, où on a un tube qui propulse des capsules à grande vitesse dans un espace presque vide. C'est des tubes où les capsules sont poussées sur des coussins d'air pressurisés, où on retrouve la technique de Bertin. Et la propulsion par des moteurs électromagnétiques. Alors, il y a des plans aux États-Unis, entre Los Angeles et San Francisco, pour mettre, je crois, 35 minutes. Ça irait à 1000 à l'heure dans le tube. Ça serait possible. Alors, il y a toute une discussion sur ça. On aurait Paris-Orléans à 20 à 25 minutes. Bref, nous, c'est parce que ces moyens nous paraissent, pour les courtes distances sur Terre, beaucoup plus intéressants, beaucoup moins polluants et beaucoup plus efficaces que prendre l'avion. C'est pour ça qu'on est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pas pour préserver les hannetons et les grenouilles, mais à cause de ce raisonnement qui fait qu'on n'a pas à admettre, lorsqu'un baron Premier ministre, avec la politique que l'on sait, va s'installer là-bas et veut faire une chose pour que sa cité de Nantes soit populaire et qu'il soit bien vu et qu'il y ait un peu moins de bruit à l'atterrissage. Donc, pas de caprice, la réalité économique. Alors, évidemment, qui dit fusion thermonucléaire veut dire espace. Et j'ai exposé à Roch-Baron ce mois-ci le grand projet vecteur spatial qui doit tracter l'économie à long terme. Alors pourquoi ? D'abord, parce qu'il faut se défendre. Il y a les astéroïdes qui tournent autour de la Terre, on n'en connaît même pas très bien tous, donc il faut disposer des satellites pour aller voir, surtout ceux qui sont derrière le Soleil, qu'on ne voit pas venir. Allumés par les rayons du Soleil, on ne les voit pas. Chelyabinsk a réveillé bien des gens, et pourtant c'est un tout petit. Donc ça peut arriver, on ne sait pas, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être plus tôt, peut-être dans 1000 ans, mais l'espèce humaine sait qu'il y a un danger. Donc pour cela, il faut se mobiliser, et certains, les Russes, ont proposé une initiative de défense terrestre où l'ensemble des pays, par satellite, examineraient cette disposition et feraient ce qu'il faut faire pour le prévenir. Mais comment le prévenir, comment le détruire ? Il faut aller très vite. Et sans la fusion thermonucléaire, on ne pourra pas aller assez vite et ces astéroïdes ne pourront pas être sûrement déviés. Donc, il y a un lien entre cette affaire de la présence d'astéroïdes et leur danger et ce qu'on peut faire sur Terre, à la fois dans la politique spatiale et la fusion thermonucléaire, qui permet de faire des engins qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, évidemment, on a dit, quand on a commencé à parler de ces sujets dans l'élection présidentielle, que c'était farfelu d'avoir introduit l'espace dans une élection présidentielle, et que j'étais farfelu. Moi, je dis, il est farfelu de ne pas introduire l'espace dans une élection présidentielle, parce que c'est une question fondamentale. Si on pense que dans le présent, on n'ira jamais dans le futur. Donc, ça, c'est cette vision. Et puis, si on ne lance pas, on n'amorce pas une reprise de l'économie avec quelque chose de physique, des principes physiques nouveaux, des technologies nouvelles, ben on ne pourra pas augmenter le pouvoir d'achat des gens. Sauf à leur donner des billets de Monopoly qui ne vaudront plus rien après quelques temps, ça s'appelle l'inflation. Donc, il faut penser le coup d'après. Et ce que disait le grand savant Kraft-Erik, qui est allemand, qui était un de nos amis maintenant, qui est mort depuis plusieurs années, il disait cependant, la véritable destination que l'homme cherche à atteindre dans l'espace n'est pas la Lune ou Mars, mais son humanité, l'humanité. Et ça, c'est ce qui est dépourvu dans notre politique aujourd'hui. Et que affronter des problèmes nouveaux, ça oblige à affronter le problème des radiations dans l'espace. Si on veut aller sur Mars, il faut étudier pourquoi il n'y a pas de champ magnétique, pourquoi l'atmosphère s'est évaporée. Il ne faut pas y aller tout de suite sur Mars, hein. Sûrement pas. Il faut attendre qu'on ait fait toute une série d'examens et qu'on ait vu les choses. C'est une question de au moins 2 générations. Mais sur la durée du voyage, on ne peut pas le faire avec les éléments à propulsion chimique actuels. Ça prend en gros, comme Curiosity, 6 à 8 mois, aller, 6 à 8 mois retour, et on doit rester sur place en attendant la bonne configuration de la situation de la Terre par rapport à Mars, qui prend 8 à 10 mois. Un total minimum de 20 à 24 mois. Avec les radiations, ce n'est pas très agréable comme voyage. Donc, il faut absolument
raccourcir la durée du voyage. Avec la fusion, à terme, dans 50 ans, on peut penser de l'ordre de 2 semaines. Mais évidemment, il y a toute une prévision à faire. Toute cette politique de l'espace aussi, c'est pas seulement les astéroïdes, c'est pas seulement d'aller sur Mars, et d'aller sur Mars aussi pour pouvoir mettre des satellites autour de Mars, éventuellement autour de Vénus, qui permettent de voir mieux ce système d'astéroïdes qui sont menaçants à terme. Donc on peut le faire, utiliser ça, les satellites, pour la prévision des tremblements de terre et des autres catastrophes naturelles, pour l'agriculture de précision, on cartographie les terres agricoles et on voit celles qui ont un potentiel et qu'on va choisir. Et aussi, les capteurs par satellite permettent de mesurer les rendements au mètre carré près de la récolte à venir. Donc, quelque chose comme l'agriculture, qui est une des plus vieilles choses de l'humanité, liée à la chose la plus avancée, qui sont les satellites. Et ça, c'est déjà en partie utilisé, mais pas suffisamment, et certainement pas dans les pays du Sud. Et la télémédecine, donc avec des biocapteurs qui permettent d'introduire une médecine dans les endroits qu'on ne veut pas atteindre, dans les pays, les régions d'Afrique ou d'Asie. Et la prévision des épidémies, on peut voir là où les conditions sont créées pour qu'il y ait des moustiques ou des oiseaux porteurs de ces épidémies. Et là, on peut intervenir, en particulier contre une des maladies qui tue le plus de monde dans le monde, qui est le paludisme. Donc, il y a tout un lien entre l'espace et l'économie terrestre. Et la plupart des gens ne le voient pas. On dit, c'est utopiste, c'est une aventure, ça ne sert à rien, il y a tellement d'autres choses à faire sur Terre, il ne faut pas aller dans l'espace. Mais l'espace permet de faire des choses sur Terre. Et la première, c'est de créer, comme je l'ai dit, cet esprit de recherche, cet esprit de découverte, cette activité créatrice chez les êtres humains. Et pas comme aujourd'hui, chercher à gagner de l'argent au détriment du voisin. Donc c'est là qu'il y a une pensée qui se fait, dans une pensée à long terme. Et on est trop habitué aujourd'hui à voir à partir du présent et du passé, et à ne pas voir du point de vue du futur. Et on ne pense pas à ces principes physiques nouveaux dans l'univers qui revient à l'homme de maîtriser et de découvrir. Et c'est ça, se déplacer dans l'espace, se déplacer dans le temps. Alors, pour vous donner la suite de cela et pour vous montrer que ces grands projets ne sont pas quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité, dans les grandes périodes de développement, il y a eu des grands projets, je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, ça c'est, évidemment j'avais oublié, c'est le plan pour l'installation d'un centre sur la Lune. Alors, évidemment, le problème sur la Lune, c'est les radiations. Il faudra se garantir, d'où on a des installations avec des métaux rares qui permettent de garantir, et trouver des grottes dans la Lune, éventuellement, s'il y en a, dans lesquelles on puisse être. Vous pouvez voir qu'un des problèmes de la Lune, c'est que les météorites, quand ils la frappent tout le temps. Hein. Enfin, dans l'histoire. Comme nous aussi, nous, ça a disparu, on ne voit plus les traces, ou très peu, sauf les très grands. Mais là-bas, ça frappe tout le temps, mais l'ampleur des cratères est grande, mais leur profondeur faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de titane sur le sol de la Lune, et quand ça tape, ça se répand, et ça ne rentre pas en profondeur. Donc c'est intéressant aussi à savoir et à penser cette diversité de l'univers, qui est quelque chose de très excitant pour l'esprit. Mais je voulais vous montrer autre chose, qui est plus beau que ça. Enfin, quelque part, oui. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est la cathédrale de Laon. Elle est extraordinairement intéressante. D'abord, parce qu'il y a une célébration du travail humain. Ici, c'est la seule. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Quel animal c'est? On le voit mal. C'est des bœufs. Pourquoi les bœufs? Parce qu'on célèbre le travail humain. Exactement la même chose, comme vous avez vu, parce que les bœufs étaient, et le travail animal, étaient ceux qui avaient amené toutes les pierres, qui étaient assez loin, et Laon, vous voyez, c'est haut, hein, il fallait le monter, hein, la pente, et on célébrait ces bœufs qui avaient permis la cathédrale, donc on reconnaissait le travail humain. Ce qu'il y a d'autre dans la cathédrale de Laon, et je viens de le vérifier, hein, en détail, je l'avais vu, mais je viens de le vérifier, c'est un hippopotame et un rhinocéros. Et l'hippopotame et le rhinocéros sont beaucoup mieux faits, est beaucoup mieux représenté que dans les dessins de la Renaissance. Ça aussi, c'est intéressant. Allez à la cathédrale de Sens et vous verrez un chameau. Et même, ça c'est peut-être mon imagination, mais même une danseuse indienne. Donc ça fait... Non, c'est pas mon imagination, hein, c'est la vérité. Donc vous avez des choses qui montrent qu'il y avait un projet mondial, que ça circulait dans les villes drapantes de France. On a des récits sur des chameaux en 1100, 1200. Donc, il y avait ces projets, il y avait toute cette circulation de choses, ces grands projets.
des formes très audacieuses. Ça, c'est terriblement audacieux. Et vous savez que le pauvre Péguy avait dit « Imaginez cette France couverte par le blanc manteau des cathédrales ». C'est absolument faux. Vous savez comment elles étaient, ces cathédrales? Entièrement en couleur. Alors, imaginez l'impression des gens qui arrivaient avec ça entièrement en couleur. À l'époque où l'édifice le plus élevé n'arrivait même pas au sommet des tympans. Donc, c'est très intéressant d'imaginer cette chose avec en même temps des révolutions. La révolution autour de ces cathédrales, c'est on attelle le cheval par le poitrail. Donc, attelé par le poitrail, il a une puissance plus forte que les bœufs. Les bœufs, c'est pour transporter les marchandises. Les chevaux, c'est pour utiliser un type d'arère nouveau qui tranche et retourne la terre, au lieu de tracer simplement des sillons dans la terre. C'est un type d'arère qui tourne et qui rêve la terre, qui permet de doubler les récoltes, plus la seulement triennale. Donc on a une révolution extraordinaire du mode de vie associée à ça et à tout le travail fait autour de cette cathédrale. Alors je vais vous montrer quelque chose qui montre que les gens en étaient bien soit conscients à l'époque. Mais je pense que pour aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir amener les gens à penser de cette façon. Ça, c'est ce qu'on appelle la rose nord de la cathédrale. On l'appelle maintenant la rose des arts libéraux. Ce que c'est descriptif. Et avant, on l'appelait la rose d'Alcuin, le collaborateur de Charlemagne, son inspirateur et son éducateur. Elle est de très tôt, 1185, la rose d'Alcuin. 1180, la suite. Parce qu'on l'appelle la rose des arts libéraux. Alors, ce que vous avez là, c'est... attendez. Oui, c'est ça. C'est la dialectique, la grammaire et la rhétorique. À droite, le fameux trivium. Puis, vous avez le quadrivium. Seulement, au quadrivium, il y en a 5. Quadrivium, c'était à l'époque, et c'est dans cet ordre. Donc, en haut, c'est la musique. Vous la voyez, là, si on voyait bien, on ne voit pas très bien. Après, il y a, je crois... attendez, laissez-moi me souvenir. C'est la géométrie, l'arithmétique. L'arithmétique, la musique, la géométrie, l'arithmétique, et ici l'astronomie. Et il y a quelque chose au milieu qui n'appartient ni au quadrivium ni au trivium, qui est les deux formes des arts libéraux de l'enseignement à l'époque, qui est la médecine. Et ils inscrivent la médecine dessus, qui est le soin de l'homme, le soin de l'autre. Et c'est toutes les réflexions sur la médecine, comme est-ce que ça peut mesurer, est-ce qu'on a une balance, est-ce que ça se mesure, et l'étude qu'on a aujourd'hui dans la médecine spatiale, qui permet d'être beaucoup plus précis dans la mesure de pourquoi nous, qui sommes en état de pesanteur, ce que fait l'état d'apesanteur, et on en tire des conclusions très intéressantes. À l'époque, les conclusions très intéressantes, on mesurait le souffle, l'urine, et la représentation de la médecine tient dans les mains, dans ses mains, un urinal, qui est la mesure de l'urine. Intéressant. L'urine, le souffle, le sang et le pouls. Et un progrès énorme fait en médecine. C'est les liens entre la médecine, je crois que les chameaux en sont un symbole, entre la médecine orientale et la médecine occidentale. Et alors, maintenant, la suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'habitude au milieu des roses? Dans les cathédrales. Quand même. Vous n'êtes pas né dans une banlieue lointaine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est un truc catholique, voyons. Non. Quel chef? Dieu ou Christ? Il y a ça. Ou, parce qu'on est un peu féministe, la Vierge Marie. Ben là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est très intéressant. C'est la première fois. C'est pourquoi il y a une échelle. Parce que, un escabeau, là, une échelle. C'est parce qu'il y a moyen de monter au paradis. Et la représentation de l'époque, c'est la théologie, ou la sagesse, ou la théophilosophie, qui était la projection dans l'espace de la connaissance humaine de ce qui était vu comme la connaissance divine, qu'on représente de cette façon-là. Alors ça prouve que c'est un sacré projet quand même.
pour avoir toutes ces idées-là. On dit aujourd'hui, c'est la fusion thermonucléaire, l'espace, oh là là. Là, c'est le oh là là de l'époque, c'était ça. Il y avait des gens qui disaient quand même, on pourrait rester dans notre petite basilique, là, bien terre à terre, on est plus près là, les uns des autres, faire ces grandes cathédrales, à quoi ça va servir, on dépense trop, ça coûte trop cher. Il y a des tas de choses. Hein. Abélard était allé là-bas pour défendre la cathédrale. Ceux qui connaissent Abélard, avant l'opération qu'il a subie. Donc voilà. Alors je voulais montrer aussi la mosquée des Omeyyades à Damas, parce que c'est ce qu'on a mis dans le journal, et c'est aussi un espace de connaissance. Elle est antérieure à l'an, de 2 siècles, je pense, 2 siècles et demi. Et c'est, évidemment, ça a été en partie reconstruit, mais pas tellement. Et je crois que le minaret a été atteint, je ne suis pas sûr. Non, c'est à Alep ou c'est à... je ne sais pas. Mais ça, c'est un lieu des plus précieux de l'humanité, c'est la mosquée des Omeyyades. C'était... Pardon ? Ça va être détruit très rapidement. Non, pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça pourrait être détruit très rapidement. Oui, ce lieu extraordinaire de l'humanité, qui était fait d'ailleurs pour la rencontre entre religions. Ce n'est pas du tout un moment où on était sectaire, où on repoussait les uns et les autres. Même les chrétiens, à l'époque, étaient admis à l'intérieur de la mosquée, ce qui est vraiment, aujourd'hui, non, t'es pas comme moi. Bon. Donc, et ce qui me frappe, moi, autant à Lan que là, et éventuellement dans les courbes de Gabi, dans un sens, ou dans les courbes du viaduc de Millau, ou dans les efforts nucléaires, c'est un sens de la hardiesse humaine et une forme de beauté différente dans les cas ou dans l'autre. Alors, pour vous ramener aux réalités, je pense que c'est tout ça, aux réalités quotidiennes. Je pense que c'est tout ça que vous devez transmettre dans le quotidien, tout ce que j'ai essayé de dire ce soir. Parce que sans ça, les gens restent pessimistes. Ils disent c'est pas possible, ce monde ne peut pas exister. Et pour montrer que c'est possible, se battre dans le combat quotidien, là où on doit faire sauter le verrou. Alors c'est là que je vous incite à combattre avec nous pour le Glass-Steagall. Et là, je me réfère encore à la déclaration des maires d'Ars-Villers, qui est remarquable parce que ce sont des maires qui ont présenté cette déclaration, qui est très supérieure à ce qu'ont présenté les députés ou les sénateurs. Ils l'ont revue, ils en ont rediscuté. Bon, j'en ai écrit une partie, mais j'étais inspiré par les maires que j'ai rencontrés. C'est maintenant ces maires qui présentent des vœux à leurs conseils municipaux. On a déjà, je crois, 9 qui ont présenté des vœux et qui ont voté. Les conseils municipaux ont voté. Donc c'est plus simplement le maire. Le maire a eu le courage d'organiser son conseil municipal. Où souvent, il y a des gens d'opinion très différentes. Il y en a un qui est FN, un qui est communiste, un qui est anarchiste, un qui est chasseur. Il y a de tout là-dedans. Mais il a eu le courage de présenter, c'est passé dans 9 conseils municipaux. Et maintenant, il y a des présidents de communautés de communes qui commencent à le prendre. Donc ça circule. Sur ça, nous avons en partie gagné. Couper les banques en deux, ce que nous avions établi comme manière de décrire les choses, c'est ce qui a pris dans toute la presse. Donc on a gagné, le sujet est sur la table. Maintenant, il ne s'agit pas qu'il soit sur la table, il s'agit qu'il passe. Et c'est pour ça que nous devons nous battre, pas seulement en France, mais en montrant bien qu'un combat pour un Glass-Steagall, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est partout, en Italie. C'est en Italie qu'il y a eu le plus de gens qui ont pris parti pour ça. Après, c'est les États-Unis. Et nous traînons à peu près, comme en matière d'éducation, en queue de peloton actuellement. C'est pour ça que j'ai honte aussi. Donc ce Glass-Steagall, c'est quelque chose de fondamental. Après, c'est toute la politique de crédit public dont je voulais parler, qui est associée et qui permet d'ouvrir les portes du futur. Mais pour ça, pour le Glass-Steagall, pour cette politique de crédit public, il faut recréer un esprit de résistance. Et on le voit peu à peu, des gens comme Charles Papron, qui a 88 ans, je crois, qui était à Saint-Marcel, c'est quelqu'un qui, je ne le savais pas, mais qui était aux côtés de Stéphane Hessel et de Raymond Aubrac, quand ils sont parus, je crois que c'est en 2011, ou peut-être avant, au Vercors, pour dire ce monde est en train de, quand même, dégénérer complètement, il faut absolument qu'on se ressaisisse et qu'on fasse une nouvelle résistance pour assurer à nouveau une justice et un développement mutuel. Leur problème, c'est qu'ils ont un problème à concevoir la création humaine dans sa forme physique de développement, ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, qui est fondamental. Donc,
Mais tous ces gens-là sont dans un processus de discussion. Maintenant, ceux qui restent avec nous et forment de plus jeunes. Le fils de Paperon, son gendre, sa fille n'avait pas voulu venir parce qu'elle avait peur pour son père, mais qui est vieux, mais son gendre était là et lui reprend le flambeau. Donc il y a des gens qui reprennent le flambeau. Donc vous devez penser à avoir dans votre tête cet esprit de ce qu'était la résistance. Peut-être pas en 1944, mais plutôt en 1941, ça vaut mieux. Après, financer notre journal et rejoindre nos équipes de militants. Parce que vous avez vu que notre journal a changé. Pour ceux qui le connaissaient avant, ils ont vu que c'était noir et blanc. Maintenant, il est en couleur. Ça fait moins journal révolutionnaire classique, mais c'est un journal pour notre temps et qui a un mérite, c'est que les photos de ceux qui écrivent sont là et qu'on voit la diversité dans l'unité et qu'on voit mieux où ce journal va progressivement. Alors, ce n'est pas la perfection, mais il est sur une voie intéressante. Et on a besoin d'appui parce que les gens disent « Ah, mais vous êtes très riche pour faire un journal comme ça ». C'est pas vrai. Aujourd'hui, le journal en couleur est avec ce papier-là, qui est brillant et joli, et que moi, personnellement, ce n'est pas mon goût, mais enfin, il est brillant et joli. C'est moins cher que le papier noir et blanc qu'on avait avant. Parce qu'on a 8 et 8, on en fait 8 et 8, des journaux à 8 pages, et pas 8 et 16. Donc ça revient relativement un petit peu moins cher, à peine. Donc on n'a pas fait des dépenses inconsidérées, contrairement à ce que certains pourraient croire. Mais on a besoin de moyens pour faire que ce journal circule beaucoup plus qu'il n'a circulé jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'autre chose, c'est de tenir des réunions, parce qu'il faut rétablir une espérance sur ce que doit être notre futur. Et c'est un travail que les partis politiques ne le font pas, on l'a dit. J'ai vu des dirigeants syndicaux de la CFTC, de FO, et eux disent, nous, c'est pas à nous de faire ce travail. Ils ont raison. Nous, on défend le niveau de vie des travailleurs, nous, on défend les acquis sociaux, on en propose de nouveaux, mais ce n'est pas notre rôle, c'est le vôtre de donner cette dimension politique. Alors, je voudrais finir sur une chose, c'est que dans ces conditions, il faut changer de manière de penser et devenir vraiment, au sens vrai du terme, révolutionnaire. Ça ne veut pas dire violent, ça veut dire une non-violence organisée. C'est ça le vrai révolutionnaire. Parce que l'espace-temps physique n'est pas une donnée fixe. L'univers est dynamique. Il change constamment. Il n'est de permanent que le changement, disait Héraclite. C'est le premier qui l'a dit. Déjà, certains Chinois l'avaient dit. Mais après, ça s'est développé en Grèce. C'est cette chose-là qui s'est développée ensuite dans le christianisme, où chacun pouvait maîtriser le changement et maîtriser sa vie. Le judaïsme, auparavant, avait été le pont. Donc, il y a tout disons, ça c'est au vrai sens du mot un patrimoine. C'est pas un patrimoine, c'est pas de l'argent. C'est des choses qui nous viennent du passé et dont on doit se rendre digne pour bâtir l'avenir. Et notre manière de penser doit changer et doit voir avec, je dirais, d'autres yeux. Alors je voudrais vous donner un exemple de ça drôle pour finir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le temps. C'est en effet la carte du temps. Il y a une carte qui est en jaune-vert, là, qui est la carte des distances en kilomètres. Et l'autre, en rouge, c'est la carte de temps qu'on met par TGV. Et encore, c'est limité au TGV. Et vous voyez que ça devient très différent, la carte du temps et la carte de l'espace. Et quelle est la plus juste et laquelle reflète un développement de l'esprit humain. Ce qu'il arrivait à faire pour aller plus vite. Moi, j'ai connu encore en 1950 des paysans auvergnats. Ce n'est pas des paysans. Celui-là un paysan était peut-être plus raisonnable. Mais c'était le fils du teinturier du coin qui me demandait si j'avais rencontré sa tante outre-mer. Alors je lui demandais, mais où est ta tante? J'avais 9 ans. Et il me dit, mais en Algérie. Je dis, mais en Algérie, moi, je l'ai rencontré, moi. Je viens d'Amérique du Sud. Ah, mais tout ça, c'est l'outre-mer. Donc là, on a un peu une autre conception différente du temps et de l'espace. Alors imaginez cette carte faite pour la Terre, Lune et Mars. Et imaginez une carte où on la monte comme aujourd'hui, où le trajet prend 6 à 8 mois, et puis la refaire où le trajet prend 15 jours. Et vous changez complètement la conception du monde. De plus, avec Curiosity, ça met entre 7 et presque 20 minutes à arriver l'information. Donc l'aller-retour avec Curiosity,
c'est une trentaine de minutes, parfois un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Savoir parler à Curiosity et savoir donner de l'autonomie à Curiosity. C'est-à-dire savoir donner ce que l'état-major allemand appelait l'Auftragtaktik à Curiosity. C'est-à-dire que Curiosity puisse se débrouiller par elle-même et avoir prévu les conditions dans lesquelles elle pourra se débrouiller avec un logiciel qu'on aura préparé. Ça parle du Curiosity, bien sûr, ce qu'on aura préparé. Et là, il y a un autre langage que les êtres humains doivent trouver qui permettent cette autonomie de réaction des instruments qu'ils ont eux-mêmes créés. Puis on verra différemment, on verra plus seulement avec nos yeux, on n'entendra pas avec nos oreilles, on verra avec quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui porte beaucoup plus loin. Et on sera, à partir de là, dans un domaine qui devient, avec tous ces éléments qu'on a découverts, qui deviendra de plus en plus un domaine d'idées, un domaine de concepts et un domaine de connaissances dans cet univers qui est en changement permanent. Donc, aujourd'hui, ce que beaucoup de gens, et parfois une grande majorité, a en tête sans le dire, c'est que cet univers pouvait être fixé ou pourrait être, disons, aller vers des formes d'énergie moins denses. Donc on pourrait reculer. Or, pour ceux qui ont lu, comme moi, Le Chat du rabbin, je ne sais pas si vous l'avez lu, est-ce qu'il y en a des gens qui ont lu Le Chat du rabbin? Une très bonne bande dessinée sur l'histoire d'une famille juive en Algérie, et ils ont un chat, qui est le chat du rabbin. Et c'est très drôle, parce que dans le premier tome, en tout cas, le chat du rabbin avale un perroquet, et il se met à parler. Et comme il est très intelligent, il lit le Talmud, il lit la Torah, il discute, il connaît tout ça. Mais il est très, très amoureux de sa maîtresse, qui est très, très belle. C'est vraiment elle est toute la brune de l'Orient, dans toute sa beauté. Elle caresse le chat, elle le tient. Puis, elle trouve, elle qui est séfarade, un eskénaz venu de Paris, elle tombe amoureuse, elle va partir. Et le chat est furieux, furieux. Et il dit, si je pouvais figer le temps, si c'était là, si le temps était là et qu'on pouvait le fixer, et que cet instant devienne éternité. Elle fait, oh, j'ai lu la Torah, j'ai lu le Talmud, je suis en train de devenir un hérétique épouvantable, parce que je veux arrêter l'œuvre de Dieu, qui est un développement constant de l'univers. Alors, je trouve la blague très bonne, parce que c'est exactement... beaucoup d'êtres humains sont dans l'idée du chat du rabbin. Et ils font plein de photos pour cette raison, pour essayer de rendre éternel un instant qui passe. Alors, agir en découvrant les principes physiques universels. Et à partir de là, inspirer les gens. On a un programme détaillé, je l'ai écrit pour l'élection présidentielle. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. C'est une série de repères, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de créer, dans la relation qu'on a avec l'autre, un environnement physique et humain qui fasse qu'on rentre dans un monde dans lequel la priorité soit le travail, l'avenir, le développement économique, la culture, la connaissance de ce qu'on ne connaît pas encore. Et d'ouvrir cette porte avec le Glass-Steagall. C'est-à-dire de retrouver en soi-même, en le faisant avec l'autre d'ailleurs, dans la relation avec l'autre, la compréhension de ce que sont nos propres capacités créatrices. C'est dans ce rapport que ça peut être retrouvé. C'est un monde où on nie les capacités créatrices des individus, en leur donnant le monde dans lequel on vit, où on ne peut pas changer. C'est Margaret Thatcher qui avait dit « Tina, Tina, Tina ». Ça voulait dire « There is no alternative ». T-I-N-A. Il n'y a pas d'alternative. Mais il y en a. Et Margaret Thatcher, cette pauvre épicière, paix à son âme, s'il y en avait une, elle ne comprenait rien à l'univers, rien. Et elle était la poupée, la marionnette d'une oligarchie qui, elle, comprend mieux, est perverse et destructrice. Donc, la mission, c'est se mobiliser pour la paix, par le développement mutuel, au XXIe siècle, avec plus de moyens qu'on a mis pour se mobiliser pour la guerre au XXe siècle. Ça, c'est... Alors, je finis, hein, et je vous dis, qu'est-ce que vous attendez pour commencer, ou pour aller plus loin? C'est le moment, c'est maintenant. Car si on ne change pas de direction, et là, on peut prévoir l'avenir, parce qu'on voit dans quelle direction va cet univers. Je peux vous dire, si on ne change pas sa direction, au moins pour les êtres humains, on va dans le mur,
parce qu'on est un monde qui est incapable de créer des ressources nouvelles, notamment en agriculture. Il faut augmenter de 70% la production agricole pour 2050 si on veut nourrir 9 milliards d'êtres humains. Et il n'y a aucun moyen, la production agricole n'augmente pas actuellement, et on fait même ces agrocarburants en donnant à manger aux machines, ce qui devrait revenir aux hommes. Donc on est dans une situation vraiment de cul-de-sac. Et on est dans ce que, je veux dire, sur ça, je partage ce qu'il disait, on est dans ce que Jean-Paul II, le pape, appelait une culture de la mort. Et il faut en sortir. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans cette rentrée, et avec tous les éléments qui vous permettent, si vous voulez avoir des éléments plus précis, vous pouvez acheter mon livre, vous devez acheter mon livre, vous devez nous aider en achetant mon livre, mais vous devez faire beaucoup plus. Vous devez faire des dons, vous devez faire un effort qui fait qu'on puisse continuer à un niveau plus élevé. Vous nous aidez en faisant des contributions à ce qu'on prenne une épée, à ce qu'on la met dans le dos et qu'on se pousse. Voilà.